Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être nos hôtes pour ce nouveau café citoyen. Comme vous le savez, le café citoyen est organisé une fois tous les mois et donc il est ouvert à tous les individus de toutes les nationalités, de toutes les orientations, mais à condition que ces individus respectent les règles d'un débat démocratique, à savoir les règles de courtoisie et de liberté d'expression. Nous discutions encore de l'affaire Dieudonné Mbalambala au café citoyen précédent. Aujourd'hui, le café citoyen organisé par le collectif Charleroi Diversité s'est intéressé à l'immigré et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui s'intitule l'immigré, de l'assisté social à l'acteur économique. Donc nous avons invité des intervenants qui vont se présenter tout à l'heure, mais je vais modérer le débat. Je suis modérateur du débat avec monsieur Pascal Bavet, à qui je passe la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes, tout d'abord, soyez tous et toutes les bienvenus. Lors de ce débat, je vous prie de ne pas hésiter à prendre la parole, parce que de toute manière, ici, nous sommes là pour débattre d'un sujet et nous allons essayer de répondre à plusieurs questions, notamment comment sortir de la représentation négative de l'immigré. Parce que c'est vrai que bien souvent, lorsqu'on parle d'immigré, on pense, comme Patrick a dit, on pense tout de suite à un assisté à l'aide sociale ou d'autres choses. On va essayer de répondre également à la deuxième question. Comment parler justement de l'immigration et de ses caricatures de manière à ce qu'on puisse bien faire ressortir le sens et notamment les opinions de ce que l'on peut penser en entendant cela. Et la troisième question, c'est que faire concrètement pour justement renforcer le rôle d'aide que nous pouvons avoir dans tous les domaines par rapport à l'immigration. Et alors, la dernière, quel discours et quelles approches peut-on avoir et comment peut-on nous mobiliser pour justement venir en aide à ce sujet-là? Merci Pascal. Avant que nous ne rentrons en plein dans le débat, je vais donner la parole aux intervenants principaux. Donc je vais commencer par M. Delenoy, qui est PDG du groupe Delenoy. Merci. Donc si j'ai accepté cette invitation, c'était plus parce que M. André Guinda a voulu remarquer sur le terrain, dans le cadre d'une mission bien précise, que l'acteur économique que j'étais et qui travaillait sur l'Afrique avait peut-être un message à apporter. Donc il faut savoir que cette entreprise familiale qui existe depuis 1921 à Charleroi travaille depuis qu'il y a eu la crise en 2008 de manière très intensive en RDC et j'ai envie de dire dans l'Afrique en général. J'ai même engagé une personne, en l'occurrence M. Jean-Robert Nudy, qui s'occupe de l'Afrique centrale et sud-saharienne, qui est ici à nos côtés. Et lors de, j'ai envie de dire, du travail qu'il a accompli au sein de la société, il a amené un sujet, il m'a fait rencontrer Christian Longo et il m'a présenté un projet qui était, un forum, organiser un forum ou être parrain économique d'un forum qui s'organisera à Charleroi du 1er au 4 avril 2014. Donc c'est un projet qui date déjà depuis plusieurs années dans leur tête. Et quand j'ai vu la diaspora active à vouloir mettre en avant un tel projet, je ne pouvais dire que oui, parce que le blanc que je suis fait qu'à un certain moment, j'entends des bruits, dans mon entourage, que ce soit amical, familial, professionnel, un problème d'accepter la personne, qu'elle soit algérienne, marocaine ou africaine en général. Et donc j'ai accepté cette invitation
peut-être de manière brève, parce que j'ai d'autres obligations, parce que je dois effectivement accepter le témoignage, de dire que j'accepte de m'impliquer dans ce forum-là. Je ne suis pas là pour faire de la pub du forum, surtout pas. Je suis là plutôt pour qu'il y ait un débat sur ce sujet de l'immigration. Et là, je vous laisserai le soin vraiment que ce soit très vivant, ce débat-là, parce que moi, je peux vous dire que si je m'implique, et le président du forum est ici à mes côtés, si je m'implique, c'est parce que réellement, et je le dis haut et fort, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans tous les pays que j'ai eu la chance d'aller parler devant la presse, j'ai accepté le rôle de parrain parce qu'il y avait une diaspora et qu'il faut faire passer un message au niveau international que le monde africain, prenons l'exemple d'ici d'un cas bien précis qui est né à Charleroi, veut donner une autre image à sa façon dans l'intégration de le rôle qu'il joue ici à Charleroi, et en faisant passer un message en disant mais il y a un business qui est en train de s'effectuer en Afrique. Il y a une crise que l'on vit en Europe sans précédent et qui a des conséquences sociales, que ce soit pour les industries, que ce soit pour le citoyen en général, qu'il soit blanc, noir, rouge, vert, jaune, toutes les couleurs. Et donc, c'est clair que je suis vraiment, effectivement, un acteur économique qui est sorti de la crise grâce à l'Afrique. Et donc, je ne pouvais qu'accepter d'être parrain économique de ce forum, mais aussi être un témoin en Afrique, tout comme ici en Belgique, puisqu'on va commencer les conférences de presse ici après le carnaval, eh bien, on va faire passer un message. Et le message sera toujours très clair de ma part, c'est parce qu'il y a une diaspora qui veut montrer un rôle positif dans l'intégration qu'ils ont ici dans leur population, que ce soit à Charleroi ou ailleurs, et de faire passer ce petit plus qu'ils ont, de dire nous avons des contacts en Afrique, on voudrait vous les faire partager, vous, monde économique, vous, monde de l'entreprise. Je suis le témoin, ça a succès. J'espère maintenant, pour finaliser ma présentation, que le monde économique belge va me donner le même résultat de ce que j'ai eu du monde africain. Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir plus de 200 entreprises africaines qui se sont inscrites et qui seront présentes lors du forum, je répète, du 1er au 4 avril 2014. Et pour montrer que j'étais tellement impliqué, je suis aux côtés de Ville de Charleroi et d'autres dans un autre style qui est Rions ensemble contre le racisme. J'ai demandé au président en disant est-ce qu'on peut faire reculer cette représentation du mois de mai, qui a lieu chaque année au mois de mai, la faire reculer au 31 mars au Palais des Beaux-Arts, de telle manière à ce qu'on fasse passer encore un message et qu'on montre au monde africain qui va se déplacer de 14 pays différents de l'Afrique, je répète, du nord jusqu'au sud, francophone, de pouvoir, à la limite, leur montrer qu'ici, en Belgique et à Charleroi tout particulier, là on reçoit le monde africain, on rit contre le racisme. Donc il y a vraiment un débat qui est extrêmement important et qu'il faut faire passer. Et donc moi aujourd'hui, je suis heureux de vous avoir témoigné ce que je vis depuis plusieurs années avec le monde africain et que j'espère, je répète, que le monde économique belge va répondre présent. Alors, quand on a une députée provinciale comme Isabelle Kibassa-Maliba du Brabant Wallon, puisqu'il y a une journée dans les 4 qui va se passer au Brabant Wallon, s'immobilise et fait tout en sorte pour que ce soit une réussite au Brabant Wallon, eh bien, je constate effectivement qu'il va y avoir une journée où il n'y a rien à dire, on va être reçu par André Flau, ça va se terminer par Louis Michel, on n'est plus dans l'exclusivité, on est dans la démocratie comme vous dites, et on va avoir une journée brabançonne où là il va avoir, effectivement, elle a donné toute son énergie parce que derrière il y avait une diaspora. Ici à Charleroi, il y a un débat, il y a un gros problème. La ville de Charleroi ne s'implique pas dans ce forum, elle ne s'implique pas parce que peut-être il y a une peur de s'afficher avec le monde africain, parce qu'il y a les élections, il y a un problème électoral, mais là je dis à mes amis africains, ne mélangeons pas le politique avec l'économique, même si on sait que dans l'Afrique, pour faire du business, il y a le politique qui est là et qu'il faut, malheureusement ou heureusement, moi ça ne me dérange pas parce que c'est toutes des relations humaines, mais pour permettre de fructifier le business.
là on a réellement un problème au niveau de Charleroi, c'est qu'il manque, je dirais, des relais, et des relais qui sont le monde économique de Charleroi, à être au derrière d'un parrain que je suis pour un tel événement. Et tout ce que je peux vous dire, parce que j'étais dans un conseil d'administration ce matin avec le chemin de fer belge, eh bien, il va y avoir 25 entreprises nationales belges dans le domaine ferroviaire, que ça va de SNCB, Infrabel, Flamand, Wallon, etc. Ils seront partie prenante, Tracte Belge, etc. Ils seront partie prenante de ce forum. Mais c'est quand même grave que je dois aller chercher des entreprises bruxelloises, grantoises, etc. et qu'ici à Charleroi, ben ça arrive, hein, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, ça arrive en compte-gouttes, mais qu'est-ce que c'est dur. Tout ça pourquoi? Je crois parce qu'il y a un problème d'intégration du monde africain et que peut-être on se donne une mauvaise image de cette Afrique, que je peux témoigner l'inverse et le contraire. Voilà. Merci monsieur Delenoy. Donc on va directement passer la parole à monsieur Christian Nyongo. Merci pour la parole et pour l'invitation. C'est un très beau sujet que vous souhaitez évoquer ce soir, très vaste aussi, hein, et très complexe. D'abord, je crois que pour évoquer ce sujet, peut-être que je parle aussi de ma propre expérience. Moi, je suis fonctionnaire au sein de l'administration fiscale depuis maintenant 15 ans. Donc j'ai eu un parcours finalement de pas mal d'immigrants. Je préfère dire immigrants que immigrés. Je crois que au Québec, enfin, je suis résident également du Canada, donc je vois les différences d'approche. L'image d'immigrants au Québec ou dans le Canada de manière générale est beaucoup plus positive qu'ici. Et ça, j'aurai probablement l'occasion de faire le distinguo entre les deux approches, européennes d'une part et nord-américaines d'autre part. Un parcours finalement très banal, arrivé ici très jeune, à la fin des années 70, en 78 précisément, des études primaires, enfin fin de primaire, secondaire, universitaire, et puis la vie professionnelle, d'abord dans le secteur bancaire et puis l'administration fiscale. Donc on pourrait dire que c'est un parcours entre guillemets sans faute, mais finalement on vous renvoie toujours l'image finalement quand vous cherchez un logement, quand vous postulez pour diverses fonctions professionnelles, on vous renvoie toujours l'image de la personne qui doit démontrer ce que d'autres ne doivent pas démontrer. Donc l'image effectivement de l'immigré profiteur, de l'immigré, enfin bref, quelqu'un qui, l'autre en fait, hein, avec un grand A. Et donc voilà, et ça c'est vraiment très complexe. Comment déconstruire ça? Je pense que c'est une question aussi qu'il faut aborder. Je pense que ça fait partie des questions. C'est très complexe parce que c'est finalement l'immigrant. Évidemment, il y a plusieurs sortes d'immigrants. Il y a l'immigrant espagnol, il y a l'européen blanc catholique. C'est pas le même immigrant que l'immigrant musulman sémite. C'est encore une autre image que l'immigrant extrême oriental, japonais ou chinois, et c'est encore une autre représentation que l'immigrant d'Afrique subsaharienne. Alors il y a une histoire de la rencontre de deux continents. Il ne faut pas sortir de là, donc il y a une histoire de la rencontre du continent européen et du continent africain. Il y a 4 ou 5 siècles de confrontation entre les deux continents. On sait ce qu'il en est sorti. On sait qu'il y a des intellectuels européens qui ont écrit sur les Africains. On sait comment ils ont écrit sur les Africains, du moins la plupart d'entre eux, notamment les thèses racialistes, etc. Et donc l'image ternie de l'immigré subsaharien que je suis aujourd'hui, c'est finalement la suite de la gestation de tout un travail qui a été fait par des pseudo-intellectuels européens qui ont représenté le noir d'ailleurs dans toute sa bestialité. Or c'est cette image, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est toute cette image de 4 siècles ou de 5 siècles de ce travail qu'il faut reconstruire et qu'il faut déconstruire plutôt, et ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain. Donc voilà, donc c'est un travail extrêmement complexe à faire.
Évidemment, ça c'est l'aspect historique. Il y a l'aspect aussi, comment dire, économique. L'image que certains puissent avoir de nous, c'est aussi par rapport à notre position économique aussi dans ces sociétés. Bon, évidemment, moins on est fort économiquement, moins on est respecté, hein, pour être trivial et bref. Et plus évidemment la communauté noire, la communauté africaine, subsaharienne prendra des positions économiques fortes, plus elle sera respectée. Donc c'est ce travail qui a été fait par d'autres communautés. La communauté italienne est arrivée ici en Belgique dans les années 50-60. Charleroi est un exemple extrêmement parlant. Ils étaient sous terre. Aujourd'hui, voilà, les Italiens à Charleroi ont une position économique quand même d'une certaine importance, qui sont davantage respectés aujourd'hui qu'il y a 50-60 ans. Donc je crois qu'il y a aussi cet effort à faire, nous-mêmes aussi, pour se valoriser d'un point de vue économique, et je crois que ça rejoint et ça va dans le cadre de ce débat, pour se faire valoriser également, sans compter les problèmes d'éducation, etc. Mais ça aussi, j'aurai l'occasion de venir, parce qu'il y a pas mal de clichés sur ça, et ça aussi, il faut peut-être éventuellement les déconstruire. D'accord. Ok. Tout le monde prendra la parole tout à l'heure. Avant qu'on ne continue, Monsieur Christian Lyongo, vous avez dit tout à l'heure que l'immigré au Canada a une plus belle image que l'immigré à Charleroi, par exemple. Ça peut être dû à quoi? Alors, il faut d'abord voir c'est quoi le Canada. Le Canada, c'est un pays très jeune, extrêmement jeune. Extrêmement jeune, évidemment, pour ceux qui sont arrivés récemment, hein, parce que le Canada n'a pas été construit il y a 3-4 siècles, comme certains le disent. Il y avait quand même des habitants avant que les Européens arrivent, hein, donc soyons clairs. C'est un pays jeune pour les Européens qui sont arrivés très récemment. Et donc, l'Européen qui est aujourd'hui majoritaire, ça va peut-être pas durer encore des siècles, parce qu'évidemment, il y a toute une, une dynamique démographique très importante, aussi dans les États-Unis, mais encore plus fortement au Canada. L'Européen qui est encore majoritaire aujourd'hui ne peut pas parler du Canada comme l'Européen d'Europe. L'Européen d'Europe est ici depuis 50 000 ans, donc ce sont véritablement ses terres. Et donc il peut parler à l'autre en disant « vous n'êtes pas chez vous ». Par contre, c'est un peu plus difficile pour l'Européen du Canada, parce que l'Européen du Canada ne peut pas le premier habitant du Canada. Les premiers habitants du Canada, on les appelle les Premières Nations, ce sont les Indiens du Canada. Et donc finalement, le Canada, c'est un pays où tout le monde est finalement un récent immigré. Hein, et deuxièmement, ça c'est une première chose, l'aspect démographique. Deuxièmement, l'aspect géographique, c'est un pays extrêmement vaste. Je ne sais pas, ça fait des centaines de fois la Belgique, et très peu peuplé, 35 millions d'habitants. Donc c'est un pays qui, s'il souhaite jouer un rôle géopolitique important dans ce monde, doit se peupler. Donc c'est un pays où vous avez des objectifs de peuplement affirmés et expliqués à la population. C'est un pays où chaque année, vous avez la ministre de l'immigration qui va au Parlement et qui fait un bilan de l'année écoulée par rapport au nombre de personnes qui sont venues s'installer dans ce pays. En général, il y en a plus ou moins 500 000. Pour ceux que vous imaginez, c'est pas mal, 500 000 quand même. 500 000 immigrants chaque année au Canada. Et elle propose des solutions pour qu'il y en ait davantage. Évidemment, avec un certain nombre de critères. Hein. On ne va pas au Canada qui le souhaite, évidemment. Donc, c'est un pays qui est vraiment dans une dynamique de l'acceptation de l'autre, et on explique à la population combien il est bon que ce pays, ce peuple. On explique que l'immigrant est un acteur économique important pour l'évolution du pays. Et non seulement on le dit, mais quand tu es immigrant au Canada, on te fait une place. En matière de logement, en matière d'éducation des enfants, en matière le mois de janvier, c'est le mois de l'Afrique noire au Canada, par exemple. Ce qui n'existe pas ici, ce qui n'existe pas dans aucun pays européen.
mes enfants qui étudient, dans des écoles, évidemment, sur place, me disent très régulièrement que régulièrement, on met, par exemple, les populations autochtones, les Premières Nations, sont quand même des populations qui ont été pendant extrêmement longtemps très défavorisées, discriminées. Mais très régulièrement, on demande à un enfant autochtone de faire part de sa culture devant tout le monde. Et c'est célébré ensemble et on en fait une culture de tout le monde. Donc on les intègre vraiment dans le Canada moderne. C'est un pays qui, il y a encore 2 ans, la gouverneure générale, donc la numéro 1 de ce pays, qui représente la reine d'Angleterre, parce que le Canada c'est un royaume, donc la reine est la reine d'Angleterre, où la gouverneure générale était une femme noire, immigrante, qui est arrivée au Canada. Madame Michaëlle Jean est arrivée au Canada à l'âge de 12 ans. Elle n'est pas née au Canada. Elle est arrivée au Canada à l'âge de 12 ans et on l'a désignée à un certain moment. Il y a eu un consensus politique, parce qu'il n'y a pas une votation pour l'élire ou quoi que ce soit. Ce sont les partis politiques qui sont au pouvoir, qui désignent la personnalité qui va, pendant 4 ans, représenter le Canada à l'extérieur, évidemment, par rapport également à la reine d'Angleterre. Donc c'était Michaëlle Jean. Avant elle, c'était une femme asiatique. Michaëlle Jean est d'origine haïtienne. Avant elle, c'était une femme asiatique. Aujourd'hui, c'est un homme d'origine européenne. Donc voilà, vous allez dans une banque, dans une agence bancaire. Je faisais la réflexion à mon épouse au mois de décembre. Nous sommes rentrés dans une agence bancaire. J'ai eu en face de moi 3 femmes. Une asiatique, une noire et une femme voilée, d'origine moyen-orientale. C'est ça le Canada, donc c'est vraiment un endroit où on fait place pour chacun. Et on explique combien il est bon de vivre dans une communauté multiculturelle et combien il est bon de faire venir des gens dans la classe de ma fille. Plus de la moitié sont nés à l'étranger. Donc c'est tout à fait courant, il n'y a aucun souci avec ça, aucun souci majeur avec ça. Donc voilà une différence d'approche qui est à mon avis plutôt due à l'histoire. Beaucoup de choses s'expliquent par l'histoire. L'Européen au Canada, je le répète, n'a pas le même rapport avec la terre canadienne que l'Européen d'Europe. C'est très important, je crois que l'histoire explique énormément de choses. D'accord. Ok, merci pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes bien au Café Citoyen organisé par le collectif Charleroi Diversité. Je vais rappeler le thème, donc c'est l'immigré, de l'assisté social à l'acteur économique. Donc nous allons répondre à une série de questions. Je vais me tourner vers M. Pascal pour qu'il nous rappelle justement les questions. La première question qui fait débat, c'est comment sortir de cette représentation négative de l'immigré. Et il est vrai que, bon, quand on prend la Belgique, même si on fait partie d'un pays beaucoup plus ancien que le Canada, pour reprendre vos paroles, il y a également énormément d'immigrés ou d'immigrants, et il y a très peu de Belges de pure souche, comme on dit. Je vais prendre mon cas personnel. Mon grand-père a dû choisir de prendre la nationalité belge. Il était français. Ça, c'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples comme ça. Et c'est vrai que l'immigration ou le fait de pouvoir se faire une place, mon grand-père a eu le même problème. C'est que donc il a eu pas mal de difficultés à trouver un emploi. Il est retourné en France et pour finir, il est revenu en Belgique 20 ans plus tard. Mais mon père, par exemple, a dû arrêter l'école à l'âge de 10 ans pour aller travailler à l'AMI en tant que fils d'immigré, malgré qu'il avait déjà la nationalité belge. Ça, c'est un exemple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. Et c'est pour ça que nous sommes là tous ensemble pour débattre de comment peut-on faire pour faire disparaître cette image négative. À vous la parole. Je la prends. Oui, la parole est donnée. Puisqu'elle est libre, je la prends. Voilà. Alors, je pense qu'il y a plusieurs approches par rapport à ça, et donc je me permettrai encore à nouveau une comparaison. Alors, ici en Europe, et je prendrai un pays comme la France.
La France, on dit en France qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Elle est une et indivisible, c'est dans leur constitution. Donc la constitution française ne reconnaît pas les Noirs, ne reconnaît pas les Asiatiques, ne reconnaît pas les catholiques, les musulmans, etc. Elle reconnaît une seule communauté, c'est la communauté nationale. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il est très difficile de poser la question des discriminations raciales, des discriminations basées sur la race, des discriminations basées sur la religion, etc. Puisqu'elle ne reconnaît pas ça. Donc, vous ne pouvez pas poser cette question-là. Et donc, c'est très difficile de combattre la discrimination dans un pays comme la France. Ben, c'est très symbolique de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que c'est finalement une espèce de politique de l'autruche. Puisqu'on ne sait pas, puisqu'on ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale, il ne peut pas y avoir de discrimination parce que tout le monde est égal. Égalité, fraternité, etc. Voilà. Ça, c'est un petit peu la réponse qu'on fait ici en Europe. Alors, les anglo-saxons, bon, en Europe, on enlève les anglo-saxons, les anglais en l'occurrence ici, et si on va voir ce que les anglais font, les Canadiens font, les Américains font, également les Australiens, par rapport aux autochtones, eux répondent de manière complètement différente. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils disent qu'il y a des discriminations. Il faut les calculer, les mesurer. Et à partir du moment où on les mesure, on en connaît plus ou moins la gravité. Parce que comment connaître la gravité de quelque chose si on ne prend pas la peine de développer des outils de mesure? Voilà. Donc on les mesure. Puis après, on constate effectivement qu'il y a des discriminations par rapport à certaines populations, aussi les femmes aussi, hein. Discrimination contre les femmes, contre les immigrés, contre les personnes âgées, etc. Donc on mesure tout ça. Et à partir du moment où on le mesure, comment peut-on y répondre? Or les Américains, les Canadiens, y compris également les Anglais, ont répondu par ce qu'on appelle la discrimination positive, hein, ce qu'ils appellent affirmative action. Donc ils ont répondu en disant, voilà, puisque à cause de l'histoire, donc on revient toujours à la même chose, à cause de l'histoire, certaines populations sont systématiquement discriminées dans leur vécu quotidien, en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'emploi, en matière politique. Ça ne fait pas si longtemps aux États-Unis que notamment les Nord-Américains peuvent voter. Je ne sais pas si on se rend compte, mais avant les années 50, avant les droits civiques, le combat des droits civiques a abouti au début des années 60 avec Lyndon Johnson. Avant ça, beaucoup de populations noires ne pouvaient pas voter aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il faut qu'on donne un coup de main à certaines populations en leur réservant des places, ce qu'on appelle des quotas, dans les universités, dans certains types de boulots, notamment au sein des administrations, etc. Bref, qu'on leur fasse une situation de coup de pouce pour qu'ils puissent être plus ou moins au même niveau que les autres. Et c'est à partir du moment où on a fait ça, qu'on a constaté qu'il y a eu une émergence d'une certaine classe moyenne noire, avec un certain nombre de personnes qui ont vraiment percé au plus haut niveau, que les gens finalement à certains moments se sont habitués à voir des noirs arriver à certaines positions de pouvoir. C'est qui? Ce sont des acteurs de cinéma, comme Morgan Freeman qui à un certain moment joue Dieu. À un certain moment il faut voir même Dieu peut être aussi noir. Voilà, mais c'est pas anodin. Quand un enfant de 4-5 ans voit Dieu représenté par un noir, peut-être que 20 ans après, quand il ira voter, ça sera normal pour lui qu'il vote pour un noir. C'est Colin Powell qui à un certain moment devient le numéro 1 de l'armée américaine. Ça facilite les choses. C'est à un certain moment d'autres acteurs ou dans la culture, des peintres, etc., qui ont émergé à un certain moment parce qu'on leur a fait une place à cause de l'arsenal juridique qui avait été placé du fait des droits civiques. Et donc je crois beaucoup, moi personnellement, à la force publique qui à un certain moment dit stop, il faut imposer des mesures de coup de pouce à certaines populations parce que sinon ils sont systématiquement discriminés de manière négative. Et puis l'émergence d'un certain nombre de personnalités fait qu'à un certain moment on s'habitue à voir certaines populations à des postes d'exemplarité et à ce moment-là ça pose moins de problèmes, me semble-t-il. D'accord. Quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, monsieur Christian Essomba. Bonsoir à tous. Je pense qu'il serait dommage de caricaturer l'immigration
en parlant juste d'immigration africaine, parce que les hommes ont toujours voyagé, les hommes se sont toujours déplacés, et les peuples se sont toujours acceptés et se sont toujours accommodés de rencontrer quelqu'un d'autre, d'échanger, de partager. Et c'est aussi ça, ça grandit cette pluralité, cette diversité culturelle que le citoyen du monde, que chacun de nous est, a besoin. Mais on constate avec le temps que ce sont toujours en fait les politiques qui organisent, qui divisent ce peuple-là. En parlant de discrimination, en parlant d'immigration, quand ils échouent par exemple sur le chômage ou sur des problèmes plus patents qui impactent vraiment sur le vécu des citoyens des 10 pays, c'est-à-dire que ce soit en Afrique ou ici, parce que quand ça va mal en Afrique, je prends l'exemple de l'Afrique, dans un pays africain où un gouvernement est corrompu et où il cohabite généralement avec les multinationales, et puis le pays, il va accuser les Blancs. C'est la même chose. C'est-à-dire ici, quand ça va mal et qu'il n'arrive pas à trouver des solutions pour l'emploi, pour le social, les politiques généralement mettent toujours l'immigration devant comme étant le malheur la source de tous ces malheurs. Pourtant, les chiffres montrent souvent, et comme ça a été développé plus tôt, c'est vrai, les cas sont différents selon les pays, parce qu'un pays comme la Belgique, il est tout petit. C'est sûr que s'il n'y a pas une politique d'immigration assez bien gérée, le pays peut être assez... surpeuplé. Par contre, un pays comme le Canada, qui est assez grand, qui a des zones sous-peuplées, comme la Russie aujourd'hui, a besoin d'immigrer. Mais maintenant, il faut savoir, c'est le même problème. Le Canada fait ce que en Europe on a fait hier. Hier, on avait besoin des Italiens, des Algériens. Ici en Belgique, il fallait construire des mines. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que demain, l'immigration qu'on encourage aujourd'hui ne sera pas stigmatisée demain? Il faut se poser des questions, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Canada et dans plusieurs autres pays, ça a été déjà fait ici, à l'époque des tirailleurs noirs, de tous ceux qui ont travaillé pour la mère patrie en France. Donc je pense que, de mon humble avis, les immigrés en eux-mêmes n'ont jamais représenté un problème. Parce que les peuples sont faits pour s'entendre. La preuve, on est aujourd'hui, si on est en train de débattre d'un sujet, mais c'est toujours, pour moi, j'ai constaté, c'est toujours les politiques en fait qui nous amènent à nous diviser comme ça, à ne pas nous comprendre, à ne pas partager, à ne pas nous accepter comme citoyens d'un monde indivisible. Donc voilà un peu le... Merci Christian Essomba. Oui, il y a madame qui veut la parole. Je voudrais répondre à ce que monsieur vient de parler. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas les immigrés qui posent problème, c'est justement la politique, c'est la loi de la Belgique ou de l'Europe qui fait que les immigrés deviennent contre Belges ou qu'on soit contre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que la loi ou la politique nous met contre, parce qu'ils mettent des lois qui fait qu'après l'immigré est déçu de ce que la loi décide pour eux. Par exemple, ne pas donner le papier qu'il a besoin pour vivre en Belgique. Donc après, l'immigré est déçu. Et alors, on vient à être contre la politique et contre la Belgique, l'Europe, parce qu'ils ne sont pas corrects. Ils ne veulent pas donner le papier que l'immigré a besoin pour pouvoir vivre en Belgique. Parce que vivre en Belgique, on le laisse vivre en Belgique, mais sans papier, il ne peut pas travailler, il ne peut pas trouver un logement, et il ne peut pas voyager et aller voir sa famille dans son pays. Donc c'est ça le problème aussi. D'accord, monsieur. Ah ouais, immigré, assisté social, Oui. comme le terme le dit. Est-ce que l'Europe n'a pas, contrairement au Canada, puisque la politique du Canada aujourd'hui, c'est de faire venir des immigrés qualifiés dans leur pays, alors que l'Europe, dans les années peut-être 45 ans, quand ils faisaient venir des Africains dans leur pays, c'était plus des personnes non qualifiées qui venaient et dépendaient plutôt du système social de leur pays.
Et voilà, pour moi je pense que c'est l'Africain, avant d'être assisté, vraiment, il a... Dans l'Africain, quand il est arrivé ici, il dépendait purement du système. Et il a peut-être, il gagnait un peu d'argent, mais il n'a pas su se cultiver. Au point où à un certain moment, il devenait plutôt une charge. Alors qu'aujourd'hui, contrairement au Canada, quand ils vont là-bas, ils sont plus bien qualifiés, ils intègrent facilement, ils sont plus acceptés. Ici, on considère que c'est une charge pour le système. Je crois que c'est important. Donc le souci, c'est ça, c'est la charge. Maintenant, la loi, la Belgique ou l'Europe ne veut pas avoir en charge l'immigré, devoir lui payer le CPS ou le chômage. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner les papiers. S'il ne travaille pas comme ça, il a une charge pour le payer. Donc ça ne va pas pour eux pour la loi. Donc il ne faut pas qu'il soit qu'une femme qui travaille. À partir du moment où il se marie avec une femme belge et qu'elle travaille, là c'est ok. On donne les papiers. Il n'est pas une charge pour la Belgique ou n'importe quel pays. Donc s'il n'est pas une charge, il n'y a pas de souci, il peut avoir ce papier, il peut faire ce qu'il veut. À partir du moment où l'immigré devient une charge pour le pays, ça ne va pas. Il ne peut pas avoir ses papiers, alors il ne peut pas travailler, il a son rien. Ça, je parle surtout pour le problème, enfin, c'est aussi pour les Africains, mais moi je connais le problème, c'est pour un Algérien. Quand il ne donne pas ses papiers, il ne peut pas aller voir sa famille, il ne peut pas travailler. Ok. Christian, je vais te redonner la parole tout à l'heure, mais je vais encore essayer de recentrer un peu le débat. Hein. Donc le thème, c'est bien l'immigré, de l'assisté social à l'acteur économique. Donc c'est vrai que quand on parle d'immigrés, bon, beaucoup ont tendance à parler des Africains, mais bon, il n'y a pas que les Africains qui sont des immigrés. Il y a beaucoup qui ont tiré sur les politiques. Ça, je ne dis pas non. Peut-être que les politiques en sont une des causes. Mais bon, est-ce qu'il n'y a que les politiques ou alors ce sont les politiques qui font à ce que l'immigré soit considéré comme un profiteur? La question... La parole est donnée à... Oui, monsieur Pascal. Voilà, justement. Ça, c'est un gros problème qu'il y a eu au départ. C'est une politique qui a été accomplie pendant un certain temps dans les années 40, fin des années 40, début des années 50. On a fait venir des Italiens, puis on a fait venir des Portugais, les Espagnols, puis ça a été les Turcs. Mais cette politique, c'était tout simplement parce qu'il y avait besoin d'un travail qui n'avait pas besoin de qualification, pour revenir à ce qu'Oscar disait. Et là, à ce moment-là, il y avait la possibilité. Mais ils ont quand même connu un début de difficulté, puisqu'ils étaient, entre guillemets, un peu cantonnés comme des camps de concentration les premiers mois. Ils vivaient dans des tentes pendant tout un temps avant de pouvoir avoir l'occasion d'acheter ou louer une maison, et la plupart du temps c'était des maisons qui étaient louées par leur employeur, c'est-à-dire ce qu'on appelait les maisons du gouffre. Donc pour les mineurs, ils avaient la possibilité de louer des maisons qui appartenaient donc à la mine dans laquelle ils travaillaient. Mais ça, c'était par après. Bon, ça c'est une première chose. Mais la politique, malheureusement, n'a pas changé. Alors qu'il n'y avait plus besoin de travailleurs, on a continué à accepter que tel et tel et tel viennent, mais c'est pour cela que beaucoup de personnes, par exemple, se sont amenées en tant que, entre guillemets, immigrés politiques, pour pouvoir échapper à des difficultés qu'ils avaient dans leur pays. Lorsque les difficultés se sont apaisées, ils n'ont pas pris la décision de revenir dans leur pays, parce qu'ils commençaient un petit peu à s'adapter à l'Europe, je vais dire. Et ça a été le problème, c'est que la Belgique n'a pas fait quoi que ce soit, elle les a laissés faire. Et c'est un peu pour cela qu'à un certain moment, la Belgique notamment avait comme grande étiquette en Europe, c'est le pays qui accepte tout le monde. Et c'est un peu pour cela que maintenant, comme elle commence à faire je veux dire, un peu plus de difficultés ou un peu plus de sérieux au niveau des demandes des personnes immigrantes, comme en France et autres notamment, que maintenant il y a de plus en plus difficile d'avoir des papiers. Et ça c'est un problème politique, mais on n'est pas là pour taper sur la politique, c'est
quelque chose que eux, au niveau du gouvernement, essayent de régler, mais parfois, bon, quand le gouvernement fait quelque chose, il y a du bon, mais il n'y a pas toujours la perfection. Mais ça, on n'en peut rien. D'accord. Monsieur Christian, c'est bon. Le thème du débat de ce soir, c'est l'immigré, l'assister à l'opérateur économique, à l'acteur économique. Déjà d'abord, je m'inscris en faux quand on parle d'immigré, on parle d'assister, parce qu'il ne faut pas faire d'une minorité une généralité. Il faut parler de cet immigré-là qui travaille dur, qui travaille même sans les papiers dans des conditions difficiles. Beaucoup travaillent dans le froid, dans le bâtiment, le BTP, dans ce que la Belgique appelle le travail noir, qu'on essaie de combattre. Donc, les immigrants en général ne sont pas des assistés. Comme ça a été développé tantôt pour le cas du Canada, les immigrés sont, je pense qu'il y a eu une manifestation en France pour justement ce problème de régularisation. Une journée sans, je sais plus le terme, je pense que ça devait être sans racisme, je ne sais pas. Donc, tous les immigrés n'ont pas travaillé ce jour-là. Et ça a été organisé par l'association SOS Racisme. Et on a senti que les immigrés n'étaient pas là, qu'il y avait les Français étrangers n'étaient pas là. Je pense que la population pourrait s'en rendre compte, mais quand les politiques, et j'imagine que c'est dû aux situations économiques et sociales qui sont de plus en plus difficiles, etc. Et comme on a dit tout à l'heure, à certains moments, il faut dévier l'attention des populations sur des sujets, sur d'autres sujets que sur leurs propres manquements. À certains moments, les politiques excitent leur propre population à croire que les problèmes d'aujourd'hui, c'est dû à l'autre, malheureusement. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est très important de le souligner. Il y a une réalité. Je ne pense pas que l'immigré est plus assisté que l'autochtone. Je suis même persuadé du contraire, moi, personnellement. Parce que si on parle d'assister, ce n'est pas simplement les gens qui vont au chômage ou au CPA, c'est aussi, de manière purement financière, l'assister, c'est aussi la personne qui est pensionnée. Parce que finalement, et c'est normal qu'à certains moments, quand on d'être assisté, puisque soi-même on a assisté d'autres personnes quand on était actif, etc. Mais d'un point de vue purement économique et financier, le pensionné est assisté, positivement parlant, mais il est quand même assisté. La personne qui est malade, qui ne travaille pas, est assistée. La personne qui est au chômage, qui ne travaille pas, est assistée. La personne qui est au chômage, qui cherche un emploi, en attendant d'en trouver un, est assistée. Donc il y a plusieurs sortes d'assistés. Et si vous prenez l'ensemble des assistés de la population autochtone et l'ensemble des assistés de la population immigrée, à mon avis, vous aurez un tableau complètement différent de ce qu'on pourrait croire, a priori, par rapport à ce que certains disent. Et donc moi, je pense qu'il y a une très grande... il y a un problème au niveau politique, au niveau du discours politique qui est avancé par certains partis, par certains, même si apparemment on ne peut pas trop en parler ici, mais je crois qu'il y a une responsabilité du politique sur les représentations sociales que les uns se font par rapport aux autres. Merci. Il y a Pascal qui voulait dire quelque chose. Oui, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi assumer certaines réalités et faire face à ça et peut-être prolonger le débat, parce que quand on voit de l'immigration du côté de l'Europe de l'Est là, et du côté du sud de l'Europe, dont la frontière avec l'Afrique, quand on voit des gens qui sont prêts à tout pour entrer venant d'Ukraine, de Serbie, de Yougoslavie, de Bosnie et tout le reste, et on voit aussi ces autres-là qui viennent de l'Afrique par les drames réguliers au niveau de Lampedusa, ça porte aussi... les Européens se disent aussi, pour le cas de l'Europe, parce qu'il y a aussi ailleurs aux États-Unis, avec le Mexique et le Mexique et tout ce qui va aller au Canada aussi, qui étant des États-Unis. Donc il faut aussi réfléchir là-dessus, c'est-à-dire quelle est la cause? Quelle est la cause? La cause de cette immigration, c'est généralement d'abord le rêve qu'on vend.
le rêve de l'Europe qu'on vend. Le rêve de l'Europe qu'on vend, c'est-à-dire il n'y a pas assez de communication pour faire comprendre aux gens que l'Europe a aussi ses problèmes. L'Europe a aussi ses réalités. L'Europe a ses SDF, ses sans domicile fixe. L'Europe a ses crises d'emploi. L'Europe a ses licenciements. L'Europe a ses employés qui manquent de qualité. L'Europe a des problèmes. Donc il ne faut pas que les gens pensent que l'Europe c'est le paradis. C'est un message qu'il faut faire passer. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il serait difficile pour l'immigré africain ou l'immigré d'Europe de l'Est d'écouter l'Africain qui va lui faire passer ces messages. Il va se dire, il dit ça parce qu'il ne veut pas que je vienne aussi comme lui il est là-bas. C'est donc là où on revient encore sur la responsabilité des politiques malheureusement qui ne font pas, ne dirigent pas assez, ne communiquent pas assez à ces niveaux. C'est vrai que ce sont toujours les mêmes qui en profitent parce que le cas de l'immigration au niveau de l'Europe du Sud, il faut savoir que beaucoup de produits que nous consommons en Belgique et partout en Europe est cultivé à prix d'esclaves par des immigrés au niveau de l'Espagne et de l'Italie. Ils vivent dans des conditions, certains, on arrive le matin, ils sont morts parce que le froid... Donc, d'un côté, on montre Lampedusa, des gens qui viennent en bateau, et de l'autre côté, on ne montre pas que discrètement, on a besoin d'eux pour aller travailler. Et là, on vante l'image de cet immigré qui est un assisté, qui vit de l'aide dans les refuges construits dans ces zones-là pour les héberger. Donc, il y a cette immigration à justement... je pense que c'est la cause aussi, parce que c'est tout ça, particulièrement pour l'Europe, et l'immigration africaine et l'Europe de l'Est. Maintenant, pour les multinationales, le débat ne servirait à rien, parce que les multinationales, même les politiques n'arrivent pas à gérer les multinationales, parce que si les politiques arrivaient à gérer les multinationales, je suis sûr qu'en Verse, aujourd'hui, il y aura encore des emplois là-bas. Ça signifie que même les politiques sont dépassées. Donc, on saurait taper sur les politiques comme responsable aussi de la cause de cette immigration sous-qualifiée. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de qualification, qui voyagent. Ce n'est pas toujours la faute des politiques, les guerres qu'il y a en Afrique ou la crise qu'il y a en Ukraine aujourd'hui et la crise qu'il y a dans plusieurs autres pays qui sont souvent dus à la corruption des élites, et voilà, et tout ce qu'on sait. Donc, je pense que si l'Européen était informé, au courant de toutes ces réalités-là, il ne verrait plus l'immigré comme quelqu'un qui vient piétiner, mais comme un citoyen du monde qui ne fait que passer. Comme lui, il est passé hier. En Afrique, on a connu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont vécu avec nous, avec nos parents, pendant très longtemps. Et d'ailleurs, nombreux sont restés. Et ils sont devenus des opérateurs connus, puis ils se sont énormément enrichis. Et des gens se sont toujours déplacés. Je suivais encore un documentaire il n'y a pas longtemps qui montrait que ceux qui se sont le plus déplacés, mais ils ne restaient pas en fait, c'était les Asiatiques. Ils avaient une très grande flotte, ils ont beaucoup voyagé. Mais c'est vrai, ce sont des gens qui n'ont pas la politique de rester longtemps à l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Donc, pour moi, l'immigré qualifié et l'immigré qui n'est pas qualifié ont toujours des réalités de déplacement qui ne sont pas les mêmes. Et on vend souvent ces immigrés-là. Le citoyen belge qui a un problème contre l'immigration n'est pas assez informé, ou alors l'information ne vient pas facilement à lui pour avoir accès pour savoir, pour comprendre cet immigré-là. Il y a eu un débat ici justement à la bibliothèque, toujours ici, sur l'immigration. Et une dame excédée parce qu'elle avait perdu son emploi
se plaignait qu'elle en a marre que les gens viennent en Belgique et que la Belgique passe le temps à donner de l'argent. Je pense que c'était le Sénégal, le débat c'était sur le Sénégal avec Jean Ziegler. Et alors qu'on donne l'argent, mais les Sénégalais ne font que venir. Cette dame n'est pas assez informée. Elle n'est pas informée sur le fait que Eva Joly, quand elle a mené les enquêtes sur l'affaire Elf en France, a constaté que l'argent pillé pour le cas de l'Afrique n'atteint même pas les 10% de l'aide au développement dont l'Union européenne se targue devant les médias, qui n'est souvent qu'une forme d'emprunt, de dette qui est masquée sous le don. Donc voilà des informations que le Belge, le Français, l'Italien n'a pas et qui l'amène à ne pas comprendre l'immigré, à se désolidariser de cet immigré qui n'est que le citoyen du monde qui se déplace comme lui-même il s'est déplacé hier. Donc voilà un peu ce que je pense par rapport au cas de l'immigré non qualifié qu'on retrouve généralement, il faut l'avouer, qui viennent par bateau pour l'Afrique et par des moyens, ils passent pour le cas de l'Angleterre dont on a développé tantôt. C'est terrible, ils se faufilent sous les camions pour pouvoir aller en Angleterre. C'est vrai que ceux-là, c'est généralement ceux qui viennent de l'Europe de l'Est parce qu'on leur a vendu le rêve d'une Angleterre où il y a le travail pour tous. Donc voilà un peu. Merci Christian. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Oui, moi je rebondir au début sur ce que monsieur a dit aussi là-dessus, parce que c'est vrai que ça ne va pas trop chez nous non plus. C'est vrai que ce mythe de l'Europe où tout va bien, mais je pense que les politiques s'en arrangent aussi comme ils veulent. Ce qu'on voit nous au quotidien, notamment sur Charleroi, je ne suis pas de Charleroi mais j'y travaille tous les jours, c'est quand même la pauvreté galopante pour tout le monde. Et effectivement, on ne voit pas de SDF africains, ce sont les autochtones, et en matière de discrimination d'assister à assister, si on peut dire, si on parle des autochtones par rapport aux immigrés, c'est chez ces autochtones-là assistés qu'il faut travailler cette discrimination, parce que ce que les politiques relayées par les médias font passer, c'est qu'on va piquer notre place, enfin c'est ce truc-là. C'est qu'on assiste, d'après les médias actuellement, à des invasions d'immigration, à des vagues d'immigration. Donc je trouve que les mots là qu'ils utilisent sont quand même assez fortes et induisent chez tout le monde justement cette peur. On travaille, je pense qu'ils travaillent beaucoup sur la peur, faire en sorte peur de perdre des acquis, de perdre quelque chose, et que à ce moment-là, l'immigré est bien tout trouvé pour être la personne responsable de ces pertes-là. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de décalage quand on travaille à l'école du Roton, ici pas très loin, et il y a un mélange de population génial, et les enfants s'en accommodent très très bien. Et puis après qu'est-ce qui change? Parce que finalement, les relations que les enfants ont entre eux sont très spontanées et sont dans le partage et dans l'échange. Et plus on vieillit et plus on doit justement se faire sa place, j'ai l'impression, plus les peurs reviennent. Et c'est contre ça qu'il faut effectivement travailler. Et je pense que c'est assez urgent, parce que quand on voit ce qui se passe en Belgique, je trouve que ça va encore. En France, moi, je trouve que c'est très inquiétant ce qui se passe là-bas. Chez nous, ça doit aussi se passer, mais il y a une vigilance à avoir tous les jours, et je pense que c'est notamment par rapport au langage, par rapport à l'information. Les gens ne prennent pas le temps de s'informer, de regarder un petit peu, de creuser en profondeur. Oui, on dit ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Où est-ce que je peux trouver l'info? Est-ce que c'est des habitudes qu'on ne prend plus du tout, et donc on prend comptant tout ce qui peut venir et qui, quelque part, peut rassurer contre les peurs qu'on nous met au visage quand même assez quotidiennement. Si on regarde les médias, on pourrait se flinguer tous les jours, tellement les nouvelles ne sont pas très rassurantes quand même. Donc, voilà. La réflexion. Avant que Pascal ne prenne la parole, on dira merci à l'Université du Travail qui a
accepté de nous accueillir au sein de sa bibliothèque pour ce café citoyen. On dirait également merci à Téléspi qui a bien accepté de couvrir cet événement. Pascal, vous avez la parole. Voilà, justement, on a remis un petit peu le problème tout à l'heure en parlant de la politique, mais la politique, c'est pas tellement elle la véritable responsable, c'est la médiatisation. Parce que, par exemple, si c'est vrai que bon, la médiatisation, les médias n'arrivent pas aussi facilement qu'en Europe, en Afrique ou dans les pays de l'Est, mais si c'était le cas, il y aurait beaucoup moins de candidats qui voudraient venir en Europe. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la médiatisation locale, il faut savoir qu'on a fait une émission la semaine passée sur les immigrants ou les immigrés qui ont fait toute leur carrière en Belgique et qui ont été récompensés. Le problème, c'était sur une petite chaîne locale, Télécentre. Le problème, c'est que si cela se passait sur une chaîne nationale, il y aurait moins de peur, il y aurait moins de problèmes avec l'immigration, il y aurait moins de problèmes avec toutes les critiques ou les, je vais dire, les colibets que l'on pourrait donner, les petits sobriquets que l'on pourrait donner à tel parce qu'il vient de tel pays, tel parce qu'il vient de tel pays et tout cela. Ça, c'est une grosse problématique, c'est la médiatisation. Et c'est là et je dirais même que c'est plus la médiatisation qui est le problème que le politique. Et c'est ça qu'il faut regarder et qu'il faut chercher à faire modifier. Comment? Il y a la possibilité, notamment en faisant des grands événements, et ces grands événements vont attirer les grands médias, et c'est ainsi que l'on peut faire bouger quelque chose. Merci Pascal. Donc il nous reste 15 minutes. Maintenant, je voudrais poser une question à tout le monde. Qu'est-ce qui peut faire à ce que voilà, on puisse dire que l'immigré est un acteur économique? Qu'est-ce qui concrètement peut nous amener à dire cela? Oui, Christian. Ça va dans le sens de M. Jean, c'est-à-dire, il parlait des médias. Je pense que l'immigré aussi sa part de responsabilité dans tout ça. Parce que je pense que l'immigré devrait investir dans des initiatives citoyennes pour valoriser justement cette histoire-là, cet immigré qui a réussi, qui est un acteur économique, qui a une chaîne ce truc qui a une chaîne de restaurants, ou alors ce Belge d'origine française qui a une chaîne de forgerie ou de menuiserie, ou qui a une pâtisserie. Dans l'immigré, je pense que c'est aussi de sa faute parce qu'il doit montrer qu'il y a une immigration qui réussit. Il doit, je sais pas, c'est donc là où nous, les citoyens, on doit réfléchir et se dire comment faire pour pouvoir montrer aux autres que nous, immigrés, on ne fait pas que dormir sous nos lauriers ou dans notre couette, et peut-être organiser des séances de visionnage pour que un large public puisse avoir accès à la vidéo que Télésemble a réalisée, qui est une vidéo, je pense, très importante pour pouvoir justement tuer ces préjugés et édifier cette image que certains ont des immigrés. Donc je pense que l'immigré a aussi sa responsabilité. Parce que je pense que nous tous, nous sommes des humains d'abord. Ça signifie que si dans la rue, vous vous faites agresser par un monsieur à l'arçon de l'Europe de l'Est, vous allez dire qu'il est russe. Et vous allez accuser tous les Russes. Et si, par malheur, 3 ou 4 personnes que vous connaissez se sont aussi fait agresser par cette minorité, vous allez en faire une généralité, et peut-être les médias encore vont venir faire un documentaire dessus, ou dire que la nouvelle racaille sont ces immigrés d'origine de l'Est. Donc, je pense que l'immigré aussi doit, à sa part de responsabilité, il doit valoriser
cette immigration qui réussit, cette immigration qui est brillante, cette immigration qui est fière d'être belge, pour le cas de la Belgique, qui s'assume en tant que belge et qui, pour certains, parle wallon. Donc, je pense que c'est aussi l'immigration, ça part des responsabilités. Je suis d'accord qu'on ne doit pas taper totalement les politiques, sur les politiques. Cet immigré qui a réussi là, qui a une maison, qui a des enfants, qui voit son avenir ici, qui pense à des projets, qui vote, qui contribue à l'émancipation de la société, qui donne son avis sur la construction de la société, il doit exister, il doit être visible. Mais pour cela, il faut qu'il lève le doigt, il faut qu'il crie, il faut qu'on puisse entendre sa voix. Et ça ne passera pas toujours par les médias, parce que les médias, généralement, ils sont où il y a beaucoup de bruit. S'il y a du bruit, ils seront là. Et ça passe par des initiatives citoyennes, à mon humble avis. Oui. Alors, la responsabilité de l'immigré, je ne suis pas tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ça me permettra éventuellement de donner l'exemple de ce que nous sommes en train de faire maintenant avec Jacques Delaunoy, on en a parlé tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Jean Robert qui participe à ce que nous faisons. Nous avons une association qui s'appelle l'ASBL Africa Rise, qui a pour but de mettre ensemble les deux mondes économiques d'Afrique, d'un côté, de l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique du Nord comme l'Algérie, l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin ou l'Afrique centrale comme le Congo, et d'autre part des entreprises d'ici. Et nous utilisons un outil principal pour ce faire, qui est l'organisation d'un forum économique international. Alors, pour la première fois, c'est une première, vous allez entendre à Charleroi au mois d'avril plus de 100 chefs d'entreprise africains de plus de 15 pays africains qui vont se déplacer ici, avec en parallèle des chefs d'entreprise belges. Ils vont se rencontrer dans des B2B pour échanger leurs projets d'affaires. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour Charleroi. On ne peut pas dire qu'on voit ça chaque année, etc. Vous parlez de responsabilité, vous parlez des médias, vous parlez de faire de bruit, etc. pour que les médias viennent, mais les médias ne veulent pas venir. Donc nous appelons les médias pour qu'ils viennent, les médias ne veulent pas se déplacer. Et ça me permet aussi de répondre à ce que monsieur disait tout à l'heure par rapport au fait de dire que ce n'est pas toujours les politiques, mais c'est aussi les médias qui ont des manquements par rapport à tout ça. C'est vrai, mais c'est aussi aux politiques d'imposer un cahier de charges précis aux médias. Et ça, ils ont le pouvoir de le faire. Ils doivent imposer, comme on le voit dans certains pays, un certain cahier de charges pour mettre sous la lumière, par exemple, les femmes, si elles ne sont pas suffisamment représentées. Vous savez, moi, j'écoutais dernièrement une émission en France où une ministre est intervenue pour dire « j'ai imposé à ce que dans des émissions à caractère économique, qui est moitié femme, moitié homme ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, quand il y a des sujets économiques, le 3 quarts ou le 80%, voire 90% des intervenants, ce sont des hommes, et non pas des femmes. Alors après, on s'étonne que les jeunes filles, une fois qu'elles entrent à l'université, font des filières faibles par rapport aux filières fortes. Pourquoi? C'est toujours les représentations. Le politique peut imposer, à un certain moment, aux médias, un cahier de charges précis en termes de multiculturalité, en termes de représentation des genres, en termes de représentation des personnes handicapées, etc. Et donc il y a une double responsabilité, je pense aussi, des médias. Ils pourraient le faire eux-mêmes sans que le politique leur impose, mais aussi les politiques qui ne font rien, me semble-t-il, pour qu'on voit davantage des situations exemplaires des minorités ethniques. Ça, je pense que c'est très important et il ne faut pas minimiser la responsabilité politique sur ce sujet. Et donc voilà un cas précis où, comme vous le dites, des gens issus de l'immigration qui font, je pense, une action citoyenne et qui veulent la médiatiser, parce que nous, on est vraiment effectivement dans cette approche, dans cette démarche, et les médias ne veulent pas se déplacer. Voilà. Merci, monsieur Christian. Je vais encore vous poser une question. J'ai demandé tout à l'heure qu'est-ce qui peut faire à ce que, je pense que nous sommes ici, moi, à 80%
immigrés ou bien immigrants, qu'est-ce qui peut faire que on dise de nous que nous sommes des acteurs économiques, concrètement, ici en Belgique, par exemple, ou je sais pas, Moi, je pense qu'il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Il faut faire comme certaines minorités l'ont déjà fait avant nous. Il faut vraiment beaucoup de solidarité dans les communautés et puis, comment dire, s'imposer de plus en plus dans certaines situations professionnelles. Hein. Et puis, les médias, c'est très important. Il faut vraiment, parce que des acteurs économiques, on en parle comme s'il n'y en avait pas, mais il y en a plein. Il y en a énormément des médecins. Si vous allez à l'hôpital de Civil ici, vous allez voir des médecins de Liban, de Roumanie, d'Afrique noire. Ne parlons même pas des infirmières ou des infirmiers. Il y en a tout plein. Ça, c'est des réussites, c'est des grosses réussites. Être infirmier, c'est quand même des études qui demandent un certain bagage intellectuel, etc. Ne parlons pas des médecins. Et vous allez chez Alstom, vous trouvez ici des ingénieurs du Congo. Hein, voilà. Donc, je crois que les réussites, elles sont déjà là. Donc maintenant, il faut passer au stade où il faut faire connaître ces réussites. Il faut que ça passe au niveau des médias. Il faut vraiment obliger les médias à rendre compte de ce qui se passe. Les gens, malheureusement, vous savez, la plupart des gens, ce qui se trouve dans leur tête, c'est vraiment ce qui passe par les médias. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein, les gens se mettent devant leur télévision, éventuellement devant leur radio, et écoutent tout ce qu'on leur dit. Et malheureusement, ces médias ne font pas suffisamment de place positive pour les minorités ethniques. Et donc je pense qu'il y a vraiment un combat médiatique, puisque la réalité économique est déjà là. Beaucoup d'acteurs économiques très importants. Je crois que maintenant il faut diffuser ça, il faut vraiment un combat au niveau médiatique. Et à mon avis, c'est un combat aussi au niveau politique. Plus les minorités ethniques représenteront un pouvoir politique important, plus ils pourront imposer un certain agenda politique aux politiques. Et aussi, à ce moment-là aussi, il y aura des répercussions médiatiques aussi, je pense. Merci, Monsieur Christian Liongo. On va donner la parole à une dernière personne avant de conclure. Si je veux prendre la parole. Oh oui, l'immigré, acteur économique. Ça, j'y crois. Et je suis d'accord avec ce que monsieur... C'est parce que Christian Liongo. Oui, voilà, parce que les chaînes en continu passent le temps à véhiculer des informations qui nuisent généralement à l'immigré. Et c'est pour cette raison qu'on voit aujourd'hui la montée des partis d'extrême droite, quasi toute l'Europe aujourd'hui. Et bon, maintenant, s'il faut prendre peut-être l'exemple d'un continent, d'un pays, d'un continent, sur l'Amérique du Nord surtout, où on voit, c'est la première puissance du monde. Je pense qu'elle est aujourd'hui la première puissance du monde, malgré une lutte par le passé. C'est parce qu'elles ont su accepter, parce que les États-Unis ont su accepter le noir et l'ont intégré facilement dans leur vie économique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les États-Unis, si on retire la population noire ou bien la population immigrée noire, je crois que ça ne sera plus la première puissance du monde. Donc je pense que les politiques, puisque l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer aux Belges ou bien aux Européens que l'immigré n'est pas seulement une charge ou un assisté, mais plutôt aussi, c'est aussi un atout pour la société. Et il faudrait qu'ils sachent cela en prenant des exemples d'autres nations. Que voilà, quand nous arrivons ici, nous étudions, certes, peut-être dans un premier temps, nous sommes peut-être une charge pour eux, mais bon, après, nous devenons plutôt rentables, nous pouvons être plutôt une force pour leur pays. Donc ça serait peut-être une erreur pour eux. Et voilà pourquoi aujourd'hui les pays comme le Canada profitent de leur bêtise. Parce qu'ils nous marginalisent ici et de l'autre côté on nous valorise. Et voilà comment c'est passé ça. Merci Monsieur Oscar Momo. Pascal, tu as quelque chose à dire? Non, je crois que ici nous arrivons à la clôture de ce café citoyen. Nous vous remercions d'avoir tous participé, d'avoir émis votre point de vue. Et donc, nous espérons vous voir aussi nombreux pour la prochaine fois. Merci. Action. Vas-y. Je regarde la caméra.
Oui, ça va. Vas-y. Bon, par rapport au thème sur lequel on a débattu aujourd'hui, on a dit que la cause c'était les politiques. Comment est-ce que nous pourrions donc faire pour amener ces politiques à comprendre? C'est vrai qu'ils connaissent ce problème, mais ils refusent de réagir positivement à cela. Comment nous, les immigrants ou les immigrés, comment est-ce que nous pourrions faire pour les amener, pour vraiment imposer, pour leur imposer à pouvoir changer, donc à trouver une solution à ce problème, amener une solution à ce problème? Alors c'est à la fois très simple et éventuellement complexe. Les politiques n'entendent qu'une chose, c'est la puissance politique d'une communauté. Donc plus vous êtes nombreux à voter, à aller voter, à voter dans un sens précis, plus ils vont entendre le message que vous avez à véhiculer. Et ça, on le voit dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, où le Parti républicain aujourd'hui est en train de se remettre en cause et davantage prendre en compte le vote, par exemple, hispanique. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la communauté hispanique représente une force qui permet de faire basculer le vote, soit dans le camp démocratique ou dans le camp républicain. Et donc aujourd'hui, le Parti républicain est en train de faire son aggiornamento pour prendre en compte ce vote. Et donc demain, probablement qu'aux États-Unis, il y aura de plus en plus de politiques en faveur de cette communauté hispanique. Et donc c'est ça qui, à mon sens, est très important, c'est la capacité politique d'une communauté à voter dans un sens bien précis, de manière, je dirais, disciplinée. Merci. Et moi aussi, je voudrais avoir une question pour monsieur. Le fait que les hommes d'affaires africains préfèrent venir se rassembler ou bien se retrouver ici en Europe. Et tout récemment, on avait aussi vu un forum de chefs d'entreprise, je sais dans quel pays, toujours ici en Europe, qui regroupait les grands chefs d'entreprise africains. Est-ce que cela ne dévalorise, quelque part ne détruit pas ou bien comment je dirais cela, ne ternit pas l'image? Pourquoi il faut toujours venir en Europe avant de se faire valoriser? Est-ce qu'il faut toujours plaire à l'Européen avant d'être accepté chez soi? Alors je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes mal informé, parce qu'il y a énormément de forums économiques qui se passent en Afrique, avec beaucoup d'Européens qui se déplacent en Afrique. Donc je ne sais pas où vous tirez l'information. Je pense même qu'il y a plus de forums économiques qui se passent en Afrique avec des Européens que le contraire. Parce qu'à mon sens, il y en a plus ou moins 4-5 en Europe et il y en a des dizaines en Afrique. Donc je ne sais pas où tirer vos informations, mais à mon avis, c'est une perception erronée de la réalité. Il y a encore prochainement ici un forum économique qui se passe au Maroc, avec des chefs d'entreprise européens. Je crois que ce mois-ci, il y en a un en cours, je crois, au Burkina Faso, Africalia. Il y en a encore très prochainement en Algérie. Il y en a eu en Côte d'Ivoire, ici, 2014, qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, Congo-Brazzaville, effectivement, Build Africa au Congo-Brazzaville au mois de février. Donc voilà, il y en a beaucoup plus qui se passe en Afrique avec des acteurs et des opérateurs économiques européens qui se déplacent vers l'Afrique que le contraire. Donc c'est juste une perception erronée comme on peut l'avoir très souvent. D'accord, je veux bien croire. Et pourquoi alors, d'après ce que vous dites, on sent alors un dynamisme au sein des opérateurs économiques africains? Et pourquoi alors ça traîne? Parce qu'on aimerait quand même voir les faits. On entend le milliardaire africain, le Nigérian, d'à côté, qui dit voilà, pour aller en Afrique du Sud, il a besoin d'un passeport, d'un visa, alors qu'ici, ça passe vite. Pourquoi est-ce que ça traîne en Afrique? Pourquoi est-ce que les choses ne décollent pas vraiment? Pour que ça traîne, le décollage économique? Oui, alors qu'ils sont aussi dynamiques que ça. Ok, donc là je commence à répondre sur des questions économiques, je veux bien. Je ne sais pas si c'était vraiment le sujet, mais bon, tout simplement parce que le décollage économique prend beaucoup de temps, hein, tout simplement. Hein. L'Europe s'est quand même développée sur plusieurs siècles, hein, pas sur 5 ans ou 10 ans. L'Europe a commencé une croissance dans, je sais pas moi, au 15e, 16e siècle, et cette croissance a porté ses fruits au 20e siècle. Donc il ne faut pas demander à l'Afrique de faire ce que l'Europe ou l'Amérique ou d'autres continents ou pays n'ont pas pu faire. Donc c'est un phénomène qui prend vraiment le temps, et je pense que dans les décennies à venir, on verra véritablement les fruits
comment dire, les fruits de cette croissance-là. Est-ce que je me tromperais en disant que on pourrait faire court en ayant une monnaie africaine tout simplement et voilà. En étant tout simplement indépendant monétairement. Je ne sais pas si le problème est vraiment, comment dire, est vraiment un problème monétaire. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment véritablement ça le problème, mais c'est vrai que pour être de manière un peu plus globale sur ce sujet-là, le problème est effectivement un problème d'intégration continentale. Hein. Moi, ça me frappe par exemple pour passer de Kinshasa à Douala, ça soit parfois plus cher en avion que de faire Kinshasa-Bruxelles par exemple. Voilà, donc je crois qu'il y a vraiment un véritable problème d'intégration qui permettrait des échanges économiques plus facilement. Donc voilà, avant que ce soit un problème d'intégration monétaire, c'est d'abord un problème d'intégration politique et économique. Hein. Voilà. Merci. Ok, Monsieur Christian Lyongo, vous êtes président de Africa Wise et promoteur de Africa Belgium Business Week 2014. Donc vous venez d'assister à ce café citoyen organisé par le collectif Charleroi Diversité. Donc je voudrais tout simplement avoir vos impressions par rapport à l'organisation des cafés de cette nature. D'accord, alors moi, il s'agissait de ma première participation à ce café citoyen. Le sujet m'a interpellé, j'ai été invité et j'ai souhaité effectivement y participer. Alors la conclusion de ma participation, c'est que j'en suis parfaitement satisfait. Le débat est libre et ouvert à chacun, quel que soit le profil des personnes présentes. Et donc j'encourage bien entendu ce genre d'initiative que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître aujourd'hui. Et par rapport à cela, par rapport à mon vécu d'aujourd'hui, il est évident que si j'ai très prochainement une invitation, il est évident que je viendrai, et ce, quels que soient finalement les sujets traités, parce que je pense que ce qui est très important, c'est l'échange libre, l'échange démocratique entre les uns et les autres. Ça permet de nourrir notre propre réflexion, bien entendu. Donc je salue la chose. Merci Monsieur Christian Lyongo. Je vous remercie.